Bonjour, merci de venir à la session. Alors c'est bizarre parce que j'ai beaucoup de bruit, je ne sais pas si vous entendez le bruit, mais on va essayer de faire ça bien. Une session sur la sécurité de l'IA et je vous montrerai la progression en fait qu'il y a eu depuis un an sur qu'est-ce qu'on fait en termes de sécurité de l'IA. Moi je suis Patrice Sivajoli, je travaille dans l'équipe AI chez Cisco. Merci de rejoindre les différents espaces. Merci. Alors, qu'est-ce qui se passe avec l'IA aujourd'hui quand on regarde sous un angle de la sécurité? Si on se remet un an ou 2 ans en arrière, la problématique de l'IA, c'était principalement de contrôler les échanges qu'on a au niveau des prompts. Donc vous avez un chatbot et vous voulez contrôler ce que les utilisateurs font du chatbot et aussi contrôler les réponses qui sont données par le chatbot. Donc on va éviter par exemple d'avoir des utilisateurs qui puissent venir jailbreaker le système ou faire du prompt injection. Et dans l'autre sens, dans les réponses, fuiter des données sensibles, fuiter des données confidentielles. Ça, c'était ce qu'on avait il y a un an et demi. Maintenant, l'IA est utilisée de plus en plus pour s'intégrer dans les processus industriels, dans les processus métiers. Donc sur l'IA, on va lui donner des super pouvoirs, on va lui donner accès à des outils qui vont pouvoir interagir avec des bases de données, interagir avec des API, même interagir avec le monde réel. Donc l'idée, c'est plus du tout de monitorer les bonnes réponses, les bonnes questions, mais surtout de comprendre les actions qui vont être faites par l'IA. Et quand je parle d'IA maintenant, c'est principalement les agents IA. Donc si on regarde et on met en perspective, qu'est-ce qu'on voit sur le marché? C'est que cette IA, ce qu'on veut, c'est qu'elle puisse être consommée dans des environnements souverains. Donc typiquement, ce qu'on fait avec Outscale. Donc que vous puissiez avoir ces agents, les déployer dans des environnements où vos données, elles restent confidentielles, elles restent privées, et que vous puissiez mettre en place autour de ces agents les contrôles de sécurité, les contrôles pour faire la conformité et la compliance. On voit aussi l'arrivée maintenant de modèles qui sont capables de planifier de plus en plus à l'avance les actions. On va parler d'autonomie des modèles. Donc avant, un modèle, c'était autonome pour quelques minutes. Vous demandiez d'écrire du code, il allait réfléchir pendant 2-3 minutes et vous sortir des milliers de lignes de code. Maintenant, on voit des agents qui sont capables de raisonner sur plusieurs heures, plusieurs jours, plusieurs semaines, voire plusieurs mois, dans un mode complètement continu. Donc ça, c'est un très très gros changement parce qu'on va vouloir bénéficier de ce type d'attributs et de propriétés des agents. Les agents, moi, ce que je vois en monde entreprise, c'est ce que font maintenant les entreprises, c'est-à-dire qu'elles ont commencé toutes avec des chatbots spécialisés sur leur base documentaire, ce qu'on appelle des RAG, donc pouvoir mettre vos propres documents et pouvoir interroger vos documents via une interface en langage naturel, un chat. Mais aujourd'hui, c'est plus ça. C'est des entreprises pharmaceutiques qui créent des vaccins. Par exemple, chez Pfizer, le vaccin Covid-19, il est créé maintenant avec une IA générative. Donc un agent qui va séquencer une suite d'acides aminés et qui va demander à un simulateur comme AlphaFold de voir si la protéine elle est stable ou pas. Donc ça, c'est typiquement le cas de un raisonnement à un ou plusieurs agents qui va durer plusieurs heures, voire plusieurs jours, et des agents qui vont interagir avec le monde réel, notamment des outils comme AlphaFold, mais il y a plein d'outils avec lesquels on peut interagir. Et ce raisonnement, en fait, le paroxysme de ça, c'est qu'on voit que quand on fait de la planification, on est capable, par exemple, de détecter dans du code des vulnérabilités et de forger un peu à la volée des attaques, des codes d'exploitation. Donc vous savez qu'il y a un modèle qui n'a pas été encore mis sur le marché qui s'appelle Mythos, qui est un modèle anthropique sur lequel quelques sociétés ont eu l'accès pour comprendre un petit peu quels vont être les impacts de ce type de LLM qui sont capables de raisonner très fortement. Je ferai un petit retour là-dessus. On a été intégré en tant que Cisco dans ce projet qui s'appelle Glasswing. Donc on a pu tester Mythos.
et je vous livrerai un peu le retour d'expérience. Notamment, on a mis dans la communauté open source une nouvelle façon ou une architecture pour repenser un peu le red teaming et le pen testing du code et des applications. J'y reviendrai à la fin. Donc, si on regarde une application, et là j'ai pris une application assez simple qui est une application où vous allez mettre des documents, les indexer, les vectoriser pour avoir un chat qui permet d'interagir avec votre base documentaire. Ça, je ne sais pas si c'est déjà un cas d'école chez vous, mais on voit ça dans beaucoup d'entreprises. C'est vrai dans le monde de la finance pour par exemple la compliance ou la conformité. C'est vrai dans le monde médical pour faire un certain nombre de choses sur les diagnostics cliniques, etc. De pouvoir venir interroger des bases documentaires très très spécifiques à votre métier. Donc ce qui se passe sur ce type d'environnement, on va devoir le sécuriser. Comment on le sécurise? À plusieurs niveaux. Donc on va retrouver l'ensemble des couches qu'il va falloir sécuriser. J'ai assez peu de temps aujourd'hui pour présenter toutes les couches, donc je vais me concentrer que sur quelques couches et quelques points d'attention. Donc le premier point d'attention dans toute cette architecture que je peux détailler un petit peu, ici en bas vous avez l'ingestion des documents. Donc là typiquement c'est votre SharePoint, c'est vos bases de données. Ils vont être ingérés par des services et à la fin on va se retrouver dans une base de données vectorielle qui peut être, une fois qu'on est utilisateur, vous posez une question sur un type de maladie ou sur un type de compliance dans la finance. On va rechercher les meilleurs documents possibles liés à votre demande et le LLM va pouvoir récupérer ces documents et forger sa réponse à partir de votre base documentaire. Donc ce qu'on veut faire, la première chose qu'on veut faire, c'est sécuriser l'environnement d'exécution. Tout ça en général, dans 99% des cas maintenant, ça tourne sur des environnements Kubernetes, managés ou pas, donc vous en avez chez Hotscale. Il y a une offre Kubernetes sur lequel vous déployez ces process, ces microservices. Donc ce qu'on veut faire dans l'environnement d'exécution, on veut se prémunir de process qui auraient été peut-être vulnérables et qui auraient du code malicieux et qui pourraient venir essayer d'échanger des données avec d'autres microservices. Donc là en jaune par exemple, j'ai mis une requête que l'utilisateur pourrait attaquer directement ce repository. Donc ce qu'on va vouloir faire dans cet environnement, c'est de la microsegmentation. Pour ça, dans Kubernetes, on a chez Cisco en open source quelque chose qui s'appelle Cilium, qui permet exactement de se prémunir de ce type d'attaque, donc de pouvoir microsegmenter votre environnement et en gros de dire qui a le droit de communiquer avec qui. Et tout ça, pas au niveau de l'adresse IP, mais au niveau en gros des noms Kubernetes. Donc un environnement de production ou un environnement de développement, le développement n'a pas le droit d'interagir avec la prod, etc., etc. Donc ça, c'est vraiment au niveau segmentation réseau. Ce qu'on peut faire, on peut aller un peu plus loin et c'est de se dire, mon process qui est là embarqué dans mon assistant, peut-être il va faire des call systems, typiquement monter un file system ou écrire dans un fichier, etc. Ça, je veux pouvoir le superviser et potentiellement le bloquer parce qu'il n'a pas le droit de faire ça. Donc, en plus de la segmentation, de la microsegmentation réseau, on va être capable de faire ça sur n'importe quel type de call system. C'est aussi un projet open source qui peut être déployé dans vos environnements, qui s'appelle Tetragon. Et ces deux projets, Cilium et Tetragon, que vous retrouvez en open source, on sait aujourd'hui les supporter chez Cisco avec notre business unit qu'on appelle Isovalent, qui est capable de donner du support sur ce type d'environnement. Donc ça, c'est vraiment indispensable, on va dire, à durcir la couche Kubernetes. Quand vous faites de la compliance ISO 42001, ce type de contrôle est pris en compte. Vraiment la sécurisation de l'environnement Kube. Une autre chose qu'il faut faire aussi, une deuxième couche, c'est de monter plus au niveau applicatif et de regarder ce qui se passe maintenant au niveau IA. Alors au niveau IA, la difficulté, c'est quand je dis ce qui se passe au niveau IA, il faut comprendre la multimodalité qu'on a en IA. Donc typiquement, si je suis derrière un chat,
il faut qu'on puisse comprendre la question que je vais poser. Quelle est mon intention? Est-ce que mon intention, par exemple, c'est de détourner un peu le système pour lui demander la composition pour construire une bombe, ou la composition pour, je ne sais pas, provoquer une attaque quelque part, quelque chose de malicieux, ou de fournir du code d'exploitation parce que je viens de découvrir une faille sur Internet, donc demander à l'IA de me générer un code d'exploitation. Donc ça, cette intention, il va falloir comprendre le contexte, et pour ça, les technologies qu'on va être capable d'employer, c'est de créer des modèles. Donc on va en gros se protéger de l'IA avec des modèles d'IA, des modèles qu'on appelle des SLM, des Small Language Models, donc des petits modèles customisés auxquels on a appris en fait, des intentions malicieuses ou des intentions de type jailbreak ou prompt injection, etc. On apprend aussi à ces petits modèles à reconnaître dans les informations, à détecter des informations confidentielles, comme par exemple de la fuite de données de numéros de sécurité sociale, ou si vous avez vos propres corpus de texte, vos propres données confidentielles. Et ça, on va les mettre en place. Donc ces modèles, il faut les entraîner. C'est ce qu'on fait aujourd'hui chez Cisco dans une business unit qu'on appelle AI Defense. Et on va positionner des guardrails. Donc ces guardrails, qu'est-ce qu'ils font? Ils regardent les questions et les réponses et ils sont capables d'analyser sémantiquement le pourquoi de la question et qu'est-ce qui se trouve dans la réponse, et de faire du filtrage. Donc ça, c'est en général des choses qu'on va mettre au niveau du runtime, c'est en production. Avant ça, on doit se prémunir aussi, on doit protéger ce qu'on appelle la supply chain. Donc on l'a toujours fait, la supply chain, quand on faisait du code classique, on inspectait notre code, on inspectait les librairies, on regardait les dépendances de notre code à certaines librairies open source, etc. Et là, rien de nouveau, on va faire la même chose, mais là on le fait avec les modèles. C'est-à-dire que quand vous allez embarquer un modèle, par exemple un modèle Meta ou un modèle Mistral dans votre application, dans votre agent, vous allez vouloir le valider. Et ça, pour faire ça, il y a des techniques aujourd'hui de red teaming ou de pen testing qui vont encore utiliser de l'IA pour générer le test de pen testing et de voir si votre LLM il est susceptible à trouver des backdoors, à éviter certaines règles et pouvoir l'utiliser pour des fins détournées, à des fins détournées. Donc ça, pensez toujours, quand on fait de la sécurité, il faut faire de la sécurité au moment du runtime, donc mettre en place ces guardrails, au moment du build, donc quand on commence à construire le soft et l'application, et là dans ce cas-là, le soft il va tourner, sa business logic va tourner sur du modèle, donc il faut valider le modèle. Et puis aussi, ce que je ne présenterai pas aujourd'hui, mais ce qu'on fait très bien chez Cisco avec Splunk, c'est au moment, ce qu'on appelle au moment du boom, quand vous détectez que vous êtes sous attaque, quelles sont les méthodes de compensation et quelles sont les actions qu'il faut prendre en charge. Donc ces trois étapes-là sont importantes quand vous sécurisez votre infrastructure. Alors, une autre chose assez intéressante que je voulais décrire, vous avez entendu parler d'OpenClaw. OpenClaw, c'est quoi? C'est un agent, une application qu'on déploie sur son laptop ou sur un serveur, peu importe, et qui va avoir des super pouvoirs, c'est-à-dire qui vient avec plein d'outillages et qui a en général le droit de faire un certain nombre de choses sur le serveur, ouvrir des mails, répondre aux mails, ouvrir des fichiers, écrire dans des fichiers, aller taper dans des API, Gmail, etc. Donc ça, c'est l'idée d'OpenClaw qui permet en fait d'automatiser un certain nombre de choses. Le problème de ça, c'est comment on va se prémunir d'attaques qui pourraient venir d'un agent OpenClaw un peu corrompu. Donc pour ça, il y a deux méthodes principales. C'est que votre OpenClaw, il va falloir le faire tourner dans une sandbox. C'est-à-dire, en gros, il va avoir à sa disposition que son contexte, que sa mémoire, et on va le sandboxer dans l'operating system Linux. Ça, c'est par exemple ce qu'a fait NVIDIA
avec quelque chose qui s'appelle NemoCloud. Donc NemoCloud utilise une technologie d'NVIDIA qui s'appelle OpenShell, qui permet de faire du sandboxing autour de vos agents. Et donc l'agent, si par exemple il calcule des choses ou il tourne du Python, il le fait dans un environnement, dans son propre sarcophage. Ce qu'on a fait là-dessus, toujours en open source, c'est ça ne prévient pas l'agent d'aller appeler certaines API et de contrôler ces calls API. Donc avec un projet open source qui s'appelle DefenseClaw, que vous pouvez télécharger, c'est très bien documenté et utilisé, on va pouvoir injecter ici un proxy dans l'environnement qui va mettre en place les guardrails dont je parlais tout à l'heure. Donc il va aller regarder l'interaction avec le monde extérieur, les questions, les réponses. Et là, ce qu'on rajoute un peu, et ce dont je n'ai pas encore parlé, c'est que ces agents-là ont accès à des outils. Vous connaissez tous l'interface MCP qui permet de plugger des outils dans les agents. Et ben, on va aller contrôler ce qui se passe au niveau MCP. Donc typiquement, si vous faites un call API où vous êtes en train d'attaquer l'API, et ben ça, on va s'en rendre compte au niveau du guardrails. Donc DefenseClaw, c'est une possibilité d'injecter au niveau des agents des guardrails pour limiter ou mettre des règles de bonne conduite sur l'utilisation de certains outils. Alors, une chose qui est importante aussi avec les agents, c'est de vérifier ce qu'ils font, donc de les monitorer. Donc, il y aura une présentation plus tard dans la journée à 15h30, je crois, sur l'observabilité avec mes collègues de Splunk chez Cisco. Je vous en donne juste un aperçu. L'idée, c'est que la première chose qu'on va faire avec l'agent, c'est est-ce que cet agent il est pertinent? Est-ce que les réponses qu'il donne, est-ce que c'est des bonnes réponses? Donc vous donnez à vous un moyen de tester ça. En général, comment ça se passe? On crée des jeux de test, 1000, 2000 questions et réponses, et puis on va tester avant de mettre en production l'agent si notre agent il répond bien à des questions dont je connais la réponse, et on va évaluer les réponses de l'agent. Donc ça, c'est de l'outillage qu'on va mettre à disposition des clients pour dire, moi je fais un agent chatbot qui répond à un clinicien dans un hôpital sur 10 000 questions cliniques, je veux qu'il y ait 98% de pertinence sur les réponses avant de le mettre en production. Donc il faut des outils pour savoir faire ça. Après, on va vouloir monitorer ce que fait l'agent, c'est-à-dire qu'un agent, typiquement, quand il vous donne une réponse, il va peut-être générer 20 tokens, 50 tokens, ou il va peut-être partir dans une loupe infinie, avoir 10 millions, 20 millions de tokens sur l'API, et puis revenir avec une réponse de 3-4 mots. Donc ça, il faut comprendre l'efficacité de l'agent qu'il a à répondre aux questions qu'on lui pose. Donc ça, il y a des algorithmes qui existent. Quand vous avez plusieurs agents aussi, on va vouloir évaluer la trajectoire entre agents, savoir est-ce que si l'agent A a demandé à C, a demandé à E, est-ce que c'était le meilleur chemin pour avoir la réponse, ou est-ce qu'il ne fallait pas demander plutôt à B et à D poser la question pour avoir la meilleure réponse. Et enfin, on va aussi pouvoir apprendre des guardrails particulières, et ça j'en ai déjà parlé. La dernière chose dont je voulais parler, on a commencé 3 minutes en retard, donc je suis bon, c'est comment on repense le pen testing. Demain, vous mettez des agents, vos agents ils vont tourner avec un LLM, ils vont tourner avec du code. Comment vous savez que ça, c'est exempt de vulnérabilité et qu'il n'y a pas, juste une heure après que vous mettiez ça en production, une grosse faille de sécurité dans votre environnement. Donc, notre retour d'expérience, notamment avec Mythos et les tests de Mythos, c'est que les attaquants, maintenant, ils vont utiliser ce type de LLM pour forger des attaques. Donc, pourquoi ne pas utiliser ce type de LLM, nous, pour se protéger et donc fournir l'outillage qui va bien pour l'équipe de Red Teaming. C'est ce que je présente ici et j'aurai plus de temps de vous faire la démo sur le stand, mais en gros, c'est quoi? On a open sourcé une façon de faire et c'est la façon dont on va faire le pen test en interne chez Cisco. On va pen tester notre code autour d'un
d'un framework agentique. Donc on a un certain nombre d'agents qu'on va déployer et qui vont venir tester le code. Alors un premier agent va indexer le code, va comprendre ce qu'il y a dans le code. Un deuxième agent, le cartographeur, va comprendre les dépendances qu'on a dans le code et quelles sont les fonctions qui appellent d'autres fonctions pour connaître la chaîne de dépendance. Et là, ce qui va être intéressant, c'est qu'on va avoir un triptyque détecteur, triage et validateur. Qu'est-ce qu'ils vont faire, ces agents? Ils vont trouver les vulnérabilités dans votre code. Ils vont les trier, c'est-à-dire qu'ils vont se dire « Ah, bah ça, c'est vraiment une vulnérabilité qui peut être exploitée. » C'est ce que va faire le triageur. Et le validateur, qu'est-ce qu'il va faire? On va lui demander de construire le code d'exploitation. Et si vous avez un code d'exploitation, ça veut dire que c'est un true positive. Vous avez évacué tous les false positives et que cette vulnérabilité, il faut vraiment la traiter. Voilà, donc ça c'est un nouveau paradigme pour faire du pen testing à l'ère de l'IA, c'est-à-dire que derrière ces agents-là, ils utilisent des LLM comme Mythos par exemple. Je vous ai mis quelques liens pour aller plus loin. On est aussi disponible sur le stand s'il y a certains sujets que vous voulez approfondir. Et il y a la session d'Olivier à 15h30 qui parlera plus de la partie observabilité. Voilà, je crois qu'on a le temps pour quelques questions. Mais merci.